Bonjour, je suis Bruno Boès du Média Culturel Montréal Petit 7e. Je suis le représentant du Petit 7e au TIFF 2023. Bonjour Mehdi Fikri. Bonjour Bruno. Alors vous êtes cinéaste français, alors merci beaucoup de nous accorder cet entretien alors que votre premier long métrage Avant que les flammes ne s'éteignent, After the Fire, le titre en anglais, a été sélectionné au TIFF dans la section Discovery. Alors félicitations pour cette sélection. Donc à l'origine vous êtes journaliste, vous avez travaillé pendant de longues années pour le journal de gauche, L'Humanité, fondé par Jean Jaurès. Alors vous avez écrit sur des sujets tels que les luttes sociales et les violences policières. Alors justement, votre film évoque les violences policières contre les jeunes de banlieue en France. Alors dans le film, nous suivons une famille en deuil après la mort du jeune Karim qui va se lancer dans un combat judiciaire, médiatique pour établir la vérité. Alors, votre film, moi je l'ai pris comme un brûlot politique qui cible le racisme systémique qui gangrène la société et en particulier certaines institutions françaises. Alors le film a fait sa première mondiale au TIFF, je crois que c'était hier. Alors comment a-t-il été reçu par le public à Toronto ? De manière bienveillante, intelligente, en fait, vraiment aussi. Et j'étais surpris par, j'étais touché par la qualité des questions qui ont été posées, en fait, vraiment. Voilà, j'ai eu beaucoup de questions politiques, en fait. Donc c'est vraiment c'est ça, c'était génial, tu vois, de pouvoir avoir tout de suite des débats sur les questions politiques, des débats sur la différence dont sont abordées la question des violences policières en contexte français, en contexte canadien, en contexte américain, parce qu'il y a évidemment des changements d'une société à une autre et tout. Donc non, c'était puissant, c'était une expérience puissante en fait. Il y a une dame qui a parlé de George Floyd et qui a déploré le fait que on oublie ce type d'affaires. Très vite et tout, voilà, qui a appelé la nécessité un peu du devoir de mémoire sur ces questions-là. Donc j'étais très touché. Et puis par exemple, c'est mon premier long métrage, comme vous avez dit, et donc du coup, pouvoir le présenter au monde comme ça, c'est une expérience puissante, quoi. C'est un moment où on est renseigné sur son propre travail, où les gens vous disent c'est ça que vous avez fait. Et ça, c'est puissant, quoi. On travaille tout seul pendant des années, et d'avoir des gens qui viennent vous dire bon, j'ai vécu comme ça, pour moi ça parle de ça, pour moi c'est central. Des Karim, il y en a eu et il y en aura encore, dit l'un de vos personnages. Alors votre film est justement inspiré de faits réels. Il y a eu des affaires retentissantes en France ayant conduit à des émeutes urbaines. La dernière en date, c'est la mort de Naël, à 17 ans, en juin dernier, en France, qui a été tué à bout portant par un policier. Alors votre film s'insère dans une actualité troublante et on y voit des images d'archives bouleversantes à la fin du film, de manifestations réclamant une justice sociale face aux violences policières. Alors, c'est une grande question, mais quel résultat espérez-vous après la réception de votre film en France ? Je ne sais pas si j'escompte des résultats politiques précis. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que les films n'influencent pas la société. C'est la société qui influence des films. C'est la spontanéité des mouvements, c'est les gens qui influencent l'art et qui ensuite, l'art tend un miroir en fait à la société. Donc voilà, moi j'étais très touché par ce qu'a dit cette dame hier à la projection en parlant de l'affaire George Floyd et sur la nécessité du devoir de mémoire. Je pense qu'il est important enfin moi mon désir c'est de rendre hommage, c'est de participer à la perpétuation de cette culture politique, voilà, et peut-être aussi très petitement de casser certains clichés, et notamment un des clichés centraux qu'on a en France. On a l'expression pour parler des banlieues, on parle souvent de désert politique. C'est une manière de dire que les gens de banlieue sont complètement impuissants. Déjà, ils ne votent plus depuis si longtemps, déplore-t-on, tout ça. Alors qu'en fait, et je suis aussi témoin de ça, moi mes parents ils étaient militants politiques, il y a une culture politique ancienne, vivace, et qui aujourd'hui, cette culture politique qui transmise, notamment grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, permet aux familles aujourd'hui de manière extrêmement rapide de saisir et de répondre, aussi bien sur le terrain judiciaire que politique, pour pouvoir contester. Et voilà, il n'y a pas rien dans les quartiers populaires.
il n'y a pas rien. Au contraire, il y a un savoir-faire politique qui circule, qui prend de l'ampleur et tout. Et si moi, ma petite auteure, je peux documenter cela, témoigner de cela, je trouve ça déjà génial. Voilà. Justement, vous évoquez vos parents militants. Alors, vous avez grandi dans une banlieue défavorisée au nord de Paris, à Saint-Ouen. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Quel regard, quel souvenir portez-vous sur ces territoires oubliés? Alors, c'est pas des souvenirs parce que j'y vis toujours. Donc, c'est vraiment... Il y a deux questions dedans. Et du coup, pour vraiment garder c'est-à-dire, il y a la réalité sociologique des endroits et il y a la représentation cinématographique notamment. Et comment dire, je vais parler de la représentation cinématographique du coup. Et moi, je pense que c'est les endroits de France qui sont les plus éloignés de ce qu'on en raconte. Vraiment. Et que, comment dire, les mondes sociaux, ils sont poreux. Et que dans le 93, où je vis, il y a à la fois une énorme misère, bien pire que ce qu'on peut, une cruauté, une brutalité bien pire que ce qu'on peut imaginer, et en même temps une beauté, c'est la phrase de James Baldwin, quoi. Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté, quoi. Et moi je suis hyper content de vivre là-bas, c'est incroyable. Quand on se balade dans la rue et tout, voilà. Donc pour moi c'est tout ça. Et les mondes sociaux, ils sont poreux. À l'intérieur d'une famille, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon film, il peut y avoir un jeune qui est en extrême difficulté, là où son grand frère est éducateur spécialisé, et là où sa sœur elle a un business, elle vit en pavillon. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était important de montrer tout ça. Il y a tout ça qui cohabite dans ces territoires-là, en fait. Et voilà, il y a certains clichés qui nous rabaissent, en fait. Beaucoup, en fait. Voilà. Comment votre travail de journaliste vous a aidé à écrire, documenter, réaliser votre film? Bon, déjà j'ai une connaissance pointue de ce type de lutte, donc ça a aidé. Mais après, au-delà de ça, il y a une connaissance, enfin comment dire, moi je suis assez passionné en vérité de la société française. On a tendance à croire, on est tellement aussi biberonné aux fictions américaines qu'on a tendance à se dire que c'est pas très intéressant. La société française, elle est passionnante. Et pour parler d'un point qui est dans le film, la famille se bat pour avoir un juge d'instruction. Et donc du coup je sais pas comment ça fonctionne dans le contexte canadien, mais en France du coup on a le procureur d'un côté et le juge d'instruction, qui est d'ailleurs une fonction, un type de magistrat qui était menacé par les conservateurs il y a une dizaine d'années, qui voulaient faire sauter, parce que les juges d'instruction ont plus de liberté, ils sont censés être autonomes de la hiérarchie judiciaire, et notamment c'est eux qui portaient un grand nombre d'affaires politico-judiciaires qui menaçaient la classe politique. Et voilà, bref, et donc du coup, le parler de ce genre de choses, par exemple, c'est quelque chose que vraiment j'amène de mon background de journaliste, vraiment. Donc, et aussi le sens, quelque chose que moi, venant de quartier populaire, ayant bossé pour faire des études de journalisme et tout, comment dire, la politique, c'est un savoir. C'est comme un code, en fait. C'est la manière de comprendre comment ça se passe, pouvoir se saisir d'une réalité donnée et pouvoir contester, protester, la retourner à son avantage ou pas, savoir s'insérer dedans, en fait. Et c'est pour moi, il y avait quelque chose qui venait du journalisme aussi, le fait de comprendre un peu avec finesse où ça se joue, à quel endroit ça craque, et pour éviter aussi de se faire intoxiquer. En France, on l'a vu avec Nafernaël, on se fait extrêmement intoxiquer par l'extrême droite. On focalise beaucoup sur la question des émeutes, par exemple, et il y a quelque chose qui est très très bien documenté, qui est que les émeutes n'adviennent quasiment que quand les autorités mentent. C'est ça qui s'est passé avec Naël. Il n'y a pas des émeutes out of the blue. C'est quand il y a un mensonge qui est avéré. C'est avéré. C'est vraiment avéré. Quand il y a un mensonge et un déni de justice évident, là ça pète. C'est clair et net. Et c'est quelque chose qui, dans l'entourage de la présidence, a été très bien, intellectualisé et saisi après l'expérience des émeutes de 2005. Bref, voilà. Donc tout ça pour répondre à votre question, ma culture journalistique, elle vient de là aussi. Le diable, il est dans les détails. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous habitez à Saint-Denis, donc au nord de Paris. Alors, pourquoi avoir pris comme décor la Cité des écrivains à Strasbourg, qui se trouve dans l'est de la France? Alors, c'est une question d'opportunité de tournage. Pour être tout à fait transparent, on avait... comment dire, c'est un sujet sensible, et la région Grand Est, autant que l'agglomération strasbourgeoise, étaient, disons, politiquement favorables à ce qu'on puisse tourner sur leur territoire, et ils nous ont aidés. Ce n'était pas le cas de partout en France. Voilà. Donc ça, et par ailleurs, on aurait pu aussi demander à d'autres régions et tout. Moi, j'ai fait mes courts-métrages en Grand Est,
de la France, je connaissais cet endroit-là, et c'est aussi des endroits qui sont politiquement intéressants. En France, il y a vraiment une tradition des révoltes populaires dans les quartiers depuis, je sais pas, je vais dire une bêtise, 20-30 ans, qui est hyper intéressante. Voilà. Et plus, comment dire, esthétiquement, un petit côté. J'ai une amie que j'aime beaucoup, qui est scénariste et qui a vu le film, qui me disait ton film il a un petit côté irlandais, tu vois. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le cinéma britannique. J'aime beaucoup le cinéma politique britannique et il y a de ça un peu dans le Grand Est. Il fait froid. On a tourné dans un immeuble que je trouve absolument magnifique avec des espèces de comment dire, des rambardes en fait, vous voyez, des espèces de passerelles qui relient vous allez voir dans le film, qui relient les appartements les uns aux autres et tout. C'est très spécifique du Grand Est, je trouvais ça magnifique quand je les ai vus, je me suis dit waouh, faut qu'on fasse ça là en fait. Voilà. Oui, il fait froid aussi dans le Grand Est, et donc oui, vous citiez le cinéma britannique, cinéma aussi social de Ken Loach, pour ne pas le citer. Alors, vous montrez la solidarité de tout un quartier populaire donc, dans votre film, face à la mort donc, de Karim. Avez-vous travaillé justement avec les populations locales du côté de Strasbourg, dans les quartiers où vous avez tourné, que ce soit dans la figuration ou autre? Il y a même carrément, à la fin du film, il y a une scène où la petite sœur, Nour, est avec deux copines à elle, en fait, et les deux filles, c'était une scène qui n'était pas prévue au scénario, et ces deux filles de la cité qui sont venues me voir pendant le tournage et qui m'ont fait « Ouais, mais dis trop bien, on veut trop tourner dans ton film et tout ». Et il y avait un espace, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment prévu au scénario, il y avait un espace à cet endroit-là, je me suis dit bref, en tout cas, l'occasion faisant la ronde, on a improvisé la scène, on n'avait pas de ligne de dialogue, ni rien du tout, et du coup, on a tourné cette scène avec des gens de la cité. Plus, par ailleurs, oui, évidemment, mais ça c'est la tradition dans la plupart des tournages qu'on a dans des quartiers populaires. Quand on arrive sur place, c'est le moindre des choses aussi d'embaucher des gens sur place. Donc voilà, pendant la veillée funéraire, les femmes qui font la prière, les hommes qu'on voit passer avec les chaises, les tables, tout ça, c'est aussi des gens du quartier populaire, du quartier des écrivains. Comment avez-vous dirigé les acteurs pour créer une famille si unie et si réaliste dans le combat et aussi la douleur? Alors, c'est déjà leur talent, hein, honnêtement. C'est-à-dire que on dit souvent qu'il y a une bonne partie de la direction d'acteurs qui se fait pendant le casting. Et là, c'est ça aussi, déjà d'une part, en fait. Et voilà. Et d'autre part, on a fait des lectures. On avait un temps limité pour faire des lectures du scénario et travailler, mais néanmoins, le sujet et la dimension politique du sujet faisait qu'on avait tous un clou sur lequel taper, et alors que les personnages sont quand même très différents, comme on le disait tout à l'heure, ont des profils très différents. Voilà, on avait tous une direction vers lequel aller qui nous servait de terreau commun sur lequel bosser, quoi. Donc voilà. Alors justement, une des actrices là, du film, Camélia Jordana, qui a été le César du meilleur espoir féminin en 2018, elle explose à l'écran. Elle incarne un personnage féminin et très fort et engagé. C'est elle qui tire les ficelles. Elle se bat dans votre film quand les hommes autour d'elle sont plutôt passifs. D'habitude, c'est l'inverse dans les films. Alors pourquoi avoir fait de Malika une leaduse? Ok. Alors moi, je dirais pas que les hommes sont passifs. Parce que, notamment, elle est élue par son frère. C'est son frère qui lui dit c'est toi qui dois y aller. Pardon, je conteste. Pardon, mais du coup je préférais préciser, excusez-moi. En fait, les femmes, elles sont moins pénalement vulnérables que les hommes. C'est un fait. C'est-à-dire que les femmes risquent moins de se faire attraper elles risquent quasiment pas en fait d'ailleurs, de se faire attraper par la police. Et c'est même dit dans le film, à un moment, elle dit mais non, ils ne nous contrôlent pas. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, déjà dans la réalité, tu as beaucoup de sœurs, de femmes qui occupent ces positions-là, parce qu'à un moment, la répression judiciaire les menace moins. Et du coup, il y a une espèce de division du travail. C'est aussi, les hommes aident à tenir les luttes et tout machin, mais à un moment, avoir une figure publique, qui soit féminine, c'est important. Et enfin, dernier truc, et alors là, il y a une ligne de dialogue en français à ce moment-là, et en fait, on a une auteure qui joue la mère dans la scène d'ouverture, le flashback, qui s'appelle Kautar Archi, et en lisant le scénario, en parlant de cette ligne en question, qui concerne l'héroïne, elle va dire, c'est marrant, c'est la thèse dans la thèse. Parce qu'elle-même, elle a fait une thèse de sociologue, et cette ligne, c'est
quand ils doivent choisir qui parle devant les journalistes, il dit oui mais les journalistes ils préfèrent les frangines comme toi aux frangins comme lui. Et du coup il y a quand même un truc du racisme. Oui les journalistes ils préfèrent les femmes arabes aux hommes arabes. C'est un fait quand même. Et à côté de oui si tu es good looking, excusez-moi de parler en anglais, eh ben c'est plus facile à un moment d'être la figure de proue d'un combat. C'est un fait en fait. Et qui est donc du coup il s'agit de jouer dans la mesure où les médias sont un levier central pour pouvoir créer une lutte politique en fait. Donc voilà, il y a tout ça en fait, dans le fait de dire oui c'est important que ce soit une femme, parce qu'en fait, c'est important, c'est pas moi qui le décide, c'est le cas dans la réalité quoi. Et enfin, il me plaisait aussi, nous c'est très difficile quand on met en scène des Noirs, des Arabes dans le cinéma français et tout, on est tellement le réceptacle d'un ensemble de clichés et de contre-clichés qui nous emprisonnent tous, et il y en a un notamment, mais qui est un cliché médiatique en fait, qui est de dire que dans les quartiers populaires c'est la guerre absolue entre les hommes et les femmes. Voilà, les hommes et les femmes se détestent, c'est la rupture absolue, la guerre des sexes, tout ça quoi. Sauf qu'en réalité c'est pas le cas en fait. Je sais plus quel sociologue qui disait ah non, le problème c'est pas l'absence de lien, le problème c'est peut-être qu'il y a trop de liens. Tu vois. Et du coup voilà, moi il me plaisait de montrer la solidarité entre les hommes et les femmes, de montrer que les hommes se battent pour les femmes et les femmes se battent pour les hommes. Ça me plaisait de montrer cette union-là, en fait. Le film sort dans les salles françaises le 15 novembre prochain. Quel accompagnement est prévu, je veux dire, dans les quartiers, dans les villes? Est-ce qu'il y a déjà un plan qui est mis en place pour... Oh là oui, je suis booké pendant les 2 prochains mois. Je vais faire le tour de France pour aller accompagner le film et aller en discuter. Et je suis très curieux. C'est un film qui appelle à discussion. C'est un film où voilà, l'actualité elle est tellement brûlante et elle nous saisit tous, nous Français, en tant que nation, quel que soit notre background, qu'on soit blanc, arabe, noir, riche, pauvre, il y a un truc qui nous humilie tous dans l'horreur de ces événements. Et ce que je constate là déjà, c'est que les gens ils ont hyper envie d'en parler. Ils ont hyper envie de discuter, ils ont hyper envie de débattre quoi. Donc voilà, c'est prévu et c'est ça que je vais faire pendant les 2 prochains mois jusqu'à la sortie du film, c'est accompagner ça, donc aussi bien dans des grandes villes que aussi, et c'est très important, dans des quartiers populaires, dans certains ghettos, auprès de certaines populations défavorisées et tout, avec qui je vais aller discuter. Voilà. Y compris peut-être dans des endroits où touchés par l'extrême droite, pour faire évoluer aussi les débats, les mentalités. C'est un sujet de discussion, de société. C'est des questions brûlantes, j'ai très envie de continuer à travailler sur ce type de sujet. Je pense qu'il faut en plus, en fait. Je pense qu'il faut, c'est un film qui s'inscrit dans une longue tradition du cinéma politique français et européen, en fait. Et je pense que, alors que à chaque élection en France, on se demande est-ce que c'est, enfin sur les dernières élections, on se demande est-ce que c'est le moment où on va avoir un ou une présidente d'extrême droite, c'est ça qui se passe, où ça risque quand même d'arriver, ce moment de crise politique, de crise identitaire, je pense que c'est aussi le moment d'un renouveau nécessaire du cinéma politique, en fait. Pour moi, ça me semble vraiment important de documenter ça, en fait, de parler de ça, d'utiliser la fiction pour faire briller ces questions-là, les agencer autrement, et donner accès aux gens aussi à ces réalités-là. Voilà. C'est ça qui est génial avec le cinéma en fait, c'est que vraiment on peut s'identifier à des gens à qui on ne parlera jamais, qu'on n'aurait jamais l'occasion de parler dans la vie. Donc du coup j'ai bon espoir aussi. Merci Mehdi Fikri, bonne fin de séjour à Toronto et encore félicitations pour votre film et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci à toi.